S'il y a bien une époque que j'aurais adoré vivre, c'est bien celle qu'on a appelée le Space Age ou l'Atomic Age, qui a déferlé sur les US dans les années 50-60, mais aussi à plus petite échelle sur l'Europe et même sur la Russie. Et ces 25 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont été une vraie mine d'or d'inspiration pour la création de ma chaîne YouTube. Car oui, malgré tout le malheur que provoque chaque guerre, il faut bien reconnaître que ça a été à chaque fois un véritable booster technologique, et la Seconde Guerre mondiale ne fait pas exception à la règle, puisqu'elle est à l'origine de l'avènement des avions à réaction, de l'ère du nucléaire et de la conquête de l'espace. L'arme atomique, malgré le danger qu'elle représente en pleine guerre froide, a prouvé que la science a permis de mettre fin au conflit mondial et l'industrie de guerre a permis de maîtriser de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies. C'est comme ça qu'on voit arriver l'utilisation du plastique moulé, de la fibre de verre ou encore du magnésium. Jamais l'automobile et l'aéronautique n'ont été autant mêlés, interconnectés, et les ingénieurs avaient carte blanche pour se lâcher à fond et imaginer les concepts les plus fous dans un futur complètement fantasmé. On est vraiment là dans une période où cette génération qui a connu la guerre veut faire table rase du passé et se débarrasser des vieilleries de leurs parents. Les designers doivent maintenant allier design et technologie, l'heure est à l'optimisme, il faut oser. Ce mouvement va donc toucher toutes les facettes du quotidien des Américains, ameublement, habillement, architecture, cinéma et bien sûr ce qui nous intéresse ici, l'automobile. De 1949 à 1965, General Motors, qui regroupe alors Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick et Cadillac, va proposer le Motorama, une exposition itinérante qui va sillonner les grandes villes du pays pour présenter ses nouveaux modèles, mais aussi des concept cars et des prototypes. C'est là que Harley Earl, considéré comme le père du design automobile et dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos sur les Firebird, présentera la première Cadillac, dont le style s'inspire directement d'un avion de chasse, le P-38 Lightning. En 1949, il va donc intégrer au design des ailes de la Cadillac 62 des tail fins, sorte de petites dérives, et ces idées vont être reprises puis développées jusqu'à plus soif par toute la concurrence pendant plus de 10 ans. En 1951, il va créer la General Motors Le Sabre. Fini les formes anguleuses et tout ce qui dépasse, on va aller chercher de la douceur et de la rondeur dans les formes inspirées de l'aviation et de l'atome. Les nouveaux matériaux doivent permettre de produire plus vite, plus facilement et de gagner du poids. Même s'il faut bien le reconnaître, les Américaines resteront quand même des gros paquebots, surtout comparés aux Européennes. La Le Sabre commence vraiment à montrer l'influence de l'aviation de chasse à réaction sur son design. Même si elle reprend les tail fins arrondis façon P-38, elle possède aussi une sorte d'entrée d'air à l'avant, comme sur le F-86 Sabre dont elle s'inspire, et qui abrite en fait les phares. Et à l'arrière, elle va reprendre la même idée avec une pseudo-tuyère qui cache en fait les feux de stop. On retrouve aussi ce qui sera un marqueur stylistique de cette époque, les feux en forme de tête de missile, et le tableau de bord lui sera digne d'un cockpit avec affichage digital et pas moins de 67 boutons de commande. En Europe, c'est Berton par exemple qui montrera l'exemple, avec ses 3 concepts Alfa Romeo BAT, tout en rondeur, et la Disco volante, véritable soucoupe volante sur 4 roues. Et même les Russes vont s'y mettre avec des prototypes comme la Gaz Torpedo, la Pobeda Sport ou encore la ZIS 112. Elle vous fait penser à rien celle-là avec son bullet nose? Ah, les Russes avec leur photocopieuse magique. Mais ça, je pense que je vous en ferai un sujet à part entière. Et pour ne pas le rater, pensez à vous abonner. Mais à partir du milieu des années 50, les lignes vont commencer à se tendre et à s'épurer. On va progressivement laisser tomber les chromes devenus beaucoup trop présents et s'inspirer de plus en plus des jets supersoniques et des fusées. On est alors en pleine conquête spatiale et ce sera à qui enverra le premier homme en orbite. Chuck Yeager a déjà passé le mur du son depuis longtemps, mais il continue d'enchaîner les records et on commence déjà à penser à la Lune. Alors comment ne pas voir l'inspiration d'un F-104 Starfighter dans le design de la Ford FX Atmos ou de la Cadillac Cyclone? On dirait 2 fuselages d'avions collés de chaque côté d'un habitacle vitré comme un cockpit. Et comme sur les chasseurs les plus modernes, les cônes de chaque tuyère étaient censés enfermer des radars utilisés pour un système d'anti-collision. On les imaginait même propulsés par des turbines, voire par des mini-réacteurs nucléaires. Car oui, c'est aussi le moment où on lance les premiers sous-marins à propulsion nucléaire et les premières centrales nucléaires civiles, et tout le monde pense alors qu'on tient là l'énergie du futur qui remplacera toutes les autres. À la fin des années 50, début 60, les designers vont de plus en plus s'inspirer de la science-fiction et nous proposer de véritables ovnis à moteur nucléaire. Le premier à dégainer sera Studebaker avec son Astral en 1958. Avec sa coque en fibre de verre, elle était supposée rouler grâce à une seule roue, stabilisée par des gyroscopes, et on la dirait tout droit sortie d'un épisode des Jetsons. Ford a suivi le mouvement de très près avec la Nucléon. Avec son design un peu plus classique, elle imaginait un moteur nucléaire rechargeable avec des capsules qui offraient jusqu'à 8000 km d'autonomie. Et la Ford La Galaxy proposait un tableau de bord digne des grandes heures de la SF. Ils proposeront même quelques années plus tard un projet encore plus ambitieux avec la Satellite, un engin démesuré à 6 roues dont l'avant était détachable pour permettre aux propriétaires de pouvoir changer de bloc moteur nucléaire et donc de puissance en fonction de ses besoins.
Enfin pour moi, celle qui représente vraiment le plus gros délire du design spatial poussé à son extrême, c'est le prototype Ford X2000. On le croirait directement sorti d'un épisode de Star Trek avec ses nacelles de réacteurs montées à l'arrière. Alors si je me suis essentiellement concentré sur l'évolution du design, tous ces prototypes exploraient aussi tout un tas de technologies du futur, comme des systèmes de conduite autonome, des voitures connectées à une époque où on était encore loin d'imaginer Internet, et des nouveaux modes de propulsion, comme on l'a vu avec des turbines ou des moteurs nucléaires. Et si vous voulez voir ça un peu plus en détail, allez voir ma vidéo sur les Firebird. Vous allez encore découvrir plein de choses dont certaines sont même devenues réalité aujourd'hui. Bien sûr, comme toutes les modes, le Space Age va finir par s'essouffler. L'aviation s'est banalisée et l'Amérique a gagné la course à l'espace. En pleine guerre du Vietnam, la génération née après-guerre est déjà blasée et veut passer à autre chose. Fini l'optimisme, ce sera bientôt l'ère du malaise comme on l'appelle aux USA, où les voitures deviennent des sortes de grosses cantines en ferraille, carrées, sans inspiration, bridées par tout un tas de nouvelles réglementations. C'est l'Europe et surtout l'Italie qui reprendra le flambeau grâce à des designers comme Bertone, Gandini et Pininfarina qui sont toujours références aujourd'hui. Mais comme la mode est un éternel recommencement, on est peut-être en train de revenir là à un Space Age 2.0 avec des gens aux idées nouvelles comme Elon Musk qui a été pionnier dans la voiture électrique et a en même temps relancé la course à l'espace. En effet, qui aurait imaginé il y a encore 10 ans que l'automobile se tournerait aussi rapidement vers de nouveaux modes de propulsion comme l'électrification ou l'hydrogène, ou encore qu'on lancerait des fusées réutilisables qui viennent tranquillement se reposer sur Terre. Et encore, je ne parle pas de projets de voitures volantes qu'on nous promet depuis au moins 100 ans, car ça, c'est une autre histoire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!